Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Alors maintenant, nous avons eu l'occasion de découvrir la vision de Simone Veil sur ce qu'est la sécurité sociale. Nous avons eu l'occasion de voir la vision du ministre actuel de la Santé et des Solidarités sur ce qu'est la sécurité sociale. Nous avons ensuite pu découvrir la vision de la jeunesse, finalement, sur ce qu'est la sécurité sociale. Et maintenant, nous aimerions, nous, humblement, vous présenter ce qu'est notre vision de la sécurité sociale. Carole, toi, par exemple, pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre la sécurité sociale? Alors, moi, j'ai travaillé en premier lieu dans le secteur privé. Et j'ai pu me rendre compte au fur et à mesure des crises économiques que les valeurs des entreprises pouvaient fluctuer. Les entreprises pouvaient renoncer à certains engagements d'entreprises responsables, sociétales, notamment par rapport à leur responsabilité, leur rôle sur les territoires. Et c'est en rejoignant la sécurité sociale que j'ai retrouvé un nouveau sens à ma carrière professionnelle, en travaillant tour à tour pour le régime agricole, à la mutualité sociale agricole, l'assurance maladie et l'assurance retraite. Et effectivement, depuis 10 ans que je suis dans l'institution, eh bien, j'ai retrouvé des valeurs qui sont intangibles, elles. Et même, je dirais plus, qu'elles se révèlent en période de crise. Mais toi, Enguerrand, qui sort juste des études, pourquoi tu as choisi l'École nationale supérieure de la sécurité sociale? Moi, si j'ai rejoint la sécurité sociale, c'est aussi pour une question de valeur. Parce que je suis intimement persuadé que l'identité française, l'identité de la République française, sont liées à deux grands moments de notre histoire. Le moment 1789 pour la liberté et le moment 1945 pour l'égalité et la fraternité. Et si finalement ces deux moments, cette complémentarité entre une révolution politique et une révolution sociale, qui était aussi une révolution politique évidemment, qui ont fondé le triptyque républicain, qui ont fondé ce qu'est la France aujourd'hui, qui ont fondé notre pacte social. Et j'irai même plus loin en citant Kant, qui pensait que la citoyenneté républicaine, c'était la liberté, l'égalité et l'autonomie. La liberté permise par la Révolution de 1789 et l'égalité et l'autonomie permises par la sécurité sociale. Tu parles d'autonomie et effectivement, c'est un sujet on ne peut plus d'actualité avec la création de ce nouveau risque sur la dépendance et la mise en place d'une nouvelle branche, la branche qui prendra en charge l'autonomie, donc qui montre effectivement comme la sécurité sociale sait s'adapter aux enjeux de la République. Et... Tout à fait. Alors, puisque tu parles d'adaptation, quand on s'adapte, c'est qu'il y a une évolution, et donc c'est qu'il y a un point de départ. Eh bien, ce point de départ, c'est le sujet de la table ronde de maintenant, ou plutôt de la discussion actuelle, où nous accueillerons M. Benjamin Ferras, inspecteur général des affaires sociales, et Mme Rolande Rouélan, présidente du comité d'histoire de la sécurité sociale. N'hésitez pas à faire remonter vos questions que nous nous chargerons de transmettre aux intervenants. Madame Rouélan. Nous vous invitons donc à rejoindre la scène. Je profite du privilège qui m'est accordé, temporairement, de poser le masque. Bien, bonjour à tous. Je suis très touchée d'être parmi vous aujourd'hui, même si je ne vous vois pas. Enfin, j'en vois quelques-uns, mais j'espère que vous êtes nombreux à suivre la célébration de ce 75e anniversaire de la sécurité sociale, dans des conditions un peu particulières, mais l'essentiel, bien sûr, est de célébrer l'institution qui nous est si chère. Donc, on m'a demandé de vous parler d'histoire. À mon avis, vous connaissez déjà tous l'histoire de la sécurité sociale. Je voudrais en profiter pour dire qu'il est important que les jeunes, et là on a vu à quel point ils sont impliqués, que les jeunes que forme le N3S et que les jeunes en général soient conscients de l'importance de l'histoire pour comprendre les systèmes et pour savoir les faire évoluer. On a parfois l'impression que dans les caisses de sécurité sociale qui sont prises par le quotidien, il est difficile de se sentir héritier d'une histoire très, très lourde, donc très lourde et très riche. Et donc, il est important que, périodiquement, on rappelle effectivement ce qu'a été cette fantastique évolution dans notre pays. Alors là, mon propos va tenir en 3 points. Pourquoi un plan français de sécurité sociale en 1945? Pourquoi on a estimé nécessaire à cette époque de faire une telle révolution?
quelles ont été les ambitions de ce plan, et puis, in fine, rapidement, le bilan qu'on pouvait faire à la sortie des années de guerre. Pourquoi un plan français de sécurité sociale en 1945 ? D'abord parce qu'il faut se rappeler ce qu'était la protection contre les risques sociaux avant 1945. Donc ça, tout le monde, je pense, le sait. Il y avait un certain nombre de briques. On ne partait pas de rien, mais les éléments étaient disparates, incomplets, et donc en 1945, il fallait bien en tenir compte. Je rappelle qu'il y avait quand même déjà une protection contre les accidents du travail, les maladies professionnelles, mais que c'était confié à des sociétés d'assurance, qu'on avait échoué en 1910 à créer des retraites ouvrières et paysannes, mais qu'en 1928-1930, on a créé les assurances sociales, maladie, retraite, qui couvraient les salariés de l'industrie du commerce seulement, pas les autres. Et les salariés étaient répartis dans une quantité de caisses choisies en fonction de critères d'affinité. Et sinon, ils étaient gérés par des caisses départementales créées par les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, l'essentiel sont allés vers ces caisses. On avait aussi des prestations familiales. Une loi de 1932 va obliger les employeurs à s'affilier à des caisses de compensation. Et comme vous le savez, la dénatalité de la France entre les deux guerres préoccupait fortement les pouvoirs publics. Et donc, dès 1938, on a augmenté la place des prestations familiales, on a créé de nouvelles. Et on a étendu à quand même beaucoup d'autres catégories que les salariés, les prestations familiales. Enfin, il y avait des régimes spéciaux de retraite, tout le monde le sait. Et j'en ferai pas la liste ici parce qu'elle était assez longue déjà à l'époque, même si elle a eu tendance à augmenter un petit peu après, puis à rediminuer. Donc tout ça est assez connu. Alors, une fois dressé ce constat qui était à l'époque, celui de 1945, quelle était la genèse de l'idée de sécurité sociale globale ? D'abord, le constat des imperfections, des insuffisances des assurances sociales. Ce constat visait l'organisation et le fonctionnement de ces protections. Il avait pu être fait par Pierre Laroque, qui, membre du Conseil d'État, avait participé à de nombreux cabinets ministériels et avait donc contribué à la mise en place des lois de 1928-1930. Donc il les connaissait bien. Il appréciait le fait que les risques maladie, maternité, invalidité, décès, pour ce qui est des prestations en nature, avaient été regroupés dans un seul système. Et ce n'était pas le cas dans d'autres pays, et il considérait que ça s'expliquait par le fait que nous étions en retard et qu'on était arrivé après d'autres pays et qu'on avait profité des leçons de l'expérience des autres. Il y avait quand même 800 caisses à l'époque pour gérer le risque court et 77 qui géraient en capitalisation les risques retraite et invalidité. Mais bon, ce système ne lui convenait pas puisque malgré l'appréciation qu'il faisait du regroupement, parce on verra que son sujet c'était quand même de regrouper les risques, d'en faire une sécurité sociale globale, ce regroupement il le louait, mais ça ne suffisait pas puisqu'il y avait de grosses insuffisances sur les prestations, il y avait une grande complexité administrative que vous pouvez imaginer avec cette multitude d'organismes, et puis surtout, il n'y avait pas le respect de l'obligation d'assurance n'était pas vraiment encore très partagé par l'ensemble des employeurs et des salariés. Enfin aussi, le mélange entre l'intervention de l'État et la gestion mutualiste ne lui paraissait pas heureux. Je précise que les propos que je prête à Pierre Laroque et quelques citations que je peux faire sont des éléments issus d'abord des textes qu'il a écrits, mais qui ont été repris dans un ouvrage que le Comité d'histoire de la sécurité sociale a publié cette année, qui s'appelle « La sécurité sociale de Pierre Laroque » et qui réunit une série c'est un gros bouquin, une série d'articles, de préfaces, de discours qu'il a pu faire de 1935 à l'époque actuelle, enfin, jusqu'à son décès finalement, puisqu'il a continué à travailler sur la sécurité sociale pendant toute sa vie. Donc, ça, c'est une première chose, le constat des insuffisances. Le deuxième élément qui explique la genèse de ce plan global de sécurité sociale, c'est les réflexions pendant la guerre. Bon, là,
On connaît évidemment le plan de Lord Beveridge. Il faut quand même préciser que ce n'est pas lui qui a inspiré le contenu de notre plan, mais c'est plutôt la méthode dont on s'est inspiré de la méthode. Et il y a eu, bien sûr, des déclarations internationales que tout le monde connaît, la Charte de l'Atlantique en 1941, signée par Churchill et Roosevelt, la Déclaration de Philadelphie qui est devenue la Charte de l'OIT en 1944, et toutes deux prônaient la mise en place d'un système de sécurité sociale. Et puis, pendant la guerre, on a du mal à l'imaginer après coup, mais pendant la guerre, il y a eu de nombreuses rencontres, bien sûr, qui n'étaient pas uniquement destinées à la sécurité sociale, mais de nombreuses rencontres entre les politiques et les administratifs des différents pays alliés, et les idées ont cheminé ainsi, des idées généreuses de préparation de l'après-guerre. Et ça a débouché chez nous sur le Conseil national de la résistance, le programme du Conseil national de la résistance qui est adopté le 15 mars 1944 et qui avait, parmi ces nombreuses préconisations, l'instauration d'un plan complet de sécurité sociale. Ce fut la résultante de nombreuses négociations, car finalement, il n'y avait pas une unanimité, semble-t-il, totale au sein du CNR. Finalement, ils ont laissé de côté la question du financement et la question de la gestion de l'institution nouvelle, mais ils ont quand même prévu un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils ne pourraient pas se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État, qui n'était pas oublié à l'époque. La résistance extérieure à Alger et la résistance intérieure évoquèrent bien sûr les questions sociales, mais le gouvernement provisoire qui siégeait à Alger s'est déclaré incapable, faute d'informations suffisantes, d'élaborer un projet de réforme. Tout ça pour dire qu'en 1944, rien n'était préparé. On imagine ce que ça a pu représenter d'élaborer les ordonnances d'octobre 1945 avec une telle rapidité. Pierre Laroque a été nommé directeur des assurances sociales par le ministre Alexandre Parodi. Il l'a chargé de bâtir un système de sécurité sociale. Et ils ont eu finalement une petite année, même pas, pour le faire. Alors, quelles étaient les ambitions de ce plan? La conception très large de la sécurité sociale, selon Pierre Laroque. Il avait effectivement, dès mars 1945, il définissait ainsi la sécurité sociale. C'est la garantie donnée à chacun. Il disposera en toutes circonstances d'un revenu suffisant pour assurer à lui-même et à sa famille une existence décente, à tout le moins un minimum vital. Il s'agissait de débarrasser les travailleurs de la hantise du lendemain. Et cette garantie devait viser toutes les familles. Mais la sécurité sociale était quand même, dans son esprit, avant tout la sécurité sociale des travailleurs et de leurs familles. La sécurité sociale, il continuait, je cite toujours des passages, la sécurité sociale, dans son sens le plus large, doit donc d'abord fournir à tous les hommes et toutes les femmes en âge de travailler un emploi rémunérateur. Il fallait donc d'abord éliminer le chômage, qui, dans un pays à reconstruire, n'a pas finalement posé grand problème. Mais, disait-il, la sécurité sociale doit aussi intégrer une politique de la main-d'œuvre, d'orientation professionnelle, de formation. Il fallait aussi prévoir des garanties contre l'arbitraire patronal. On était après 1936, mais les travailleurs n'étaient pas toujours très bien protégés dans les entreprises. Il faut aider les salariés à conserver leur force de travail. Il faut mettre en place des dispositifs, des politiques d'hygiène et de sécurité au travail. C'était très moderne comme idée. Ah, bien sûr, vous savez bien que ce n'est pas les caisses de sécurité sociale qui pouvaient faire tout cela, mais ils considéraient que ça formait un tout. Le social était un tout. La conviction était forte que pour redresser le pays, il fallait répondre aux besoins essentiels des Français, les soigner, les aider à élever leurs enfants et développer des institutions sanitaires et sociales. Alors, toutes ces réflexions ont débouché sur la construction d'un vaste régime qui devait couvrir toute la population et tous les risques. Le constat d'un ensemble complexe de législation et d'institutions juxtaposées en 1945, qui ne couvrait pas en plus toute la population, était fait. Il ne s'agissait pas de régler des questions nouvelles selon les concepteurs de l'époque, mais de prendre la sécurité sociale comme un tout, un vaste ensemble, et de la doter d'un plan général complet. À la base, il y a les principes de solidarité, mais aussi d'assurance. D'assurance au sens où les assurés, en contribuant, s'approprient le système et doivent le défendre, s'en sentir responsables. Pour Pierre Laroque, l'assurance était un moyen.
et la sécurité sociale était l'objectif. La sécurité sociale n'est pas seulement un système de prélèvement et de distribution de prestations, ce que toute société d'assurance sait faire. Elle est l'expression majeure de la solidarité entre tous les membres de la communauté nationale. Pourtant, la notion de solidarité nationale n'est entrée que tardivement dans le premier article du Code de la sécurité sociale, l'article L. 111.1, sans doute parce que pendant des décennies, on a considéré que solidarité nationale, c'était relatif à l'impôt, à l'État, et que la sécurité sociale étant à côté, ce n'était pas la meilleure définition qu'on pouvait lui donner. Mais ce n'était pas du tout la position de Pierre Laroque, comme on l'a vu. Ces ambitions se sont traduites dans un système doté d'une forte cohérence, qui repose, comme on le sait, sur les fameux 3 U, auxquels il faut ajouter la gestion par les intéressés qui lui tenaient fort à cœur. Universalité, couverture de toute la population, uniformité, des prestations identiques pour tous, unité de gestion, une organisation commune qui rassemble à la fois toute la population et tous les risques. Alors, ces objectifs étaient en apparence liés, mais en fait, ils pouvaient très bien être mis en œuvre séparément, comme on l'a vu et comme ça existe toujours. On peut avoir les mêmes prestations distribuées par des institutions différentes, on peut avoir une population entièrement couverte, mais dans des institutions différentes. L'unité de gestion concerne effectivement non seulement les assurés qu'on aurait tous mis dans un même moule, mais aussi tous les risques. C'est le cas pour le régime agricole, encore maintenant. Pour le régime général, entre 1945 et 1968, il a été coiffé par une caisse nationale unique, mais enfin, au plan local, ce n'était pas l'unité de gestion. Pierre Laroque indique lui-même dans ses écrits qu'on ne pouvait imaginer une grosse structure rassemblant tous les Français, toutes les professions. Ce serait, écrivait-il, un monstre bureaucratique. Et la gestion par les représentants des assurés à laquelle il était très attaché, on l'a dit, ne pouvait fonctionner dans une structure rassemblant des catégories aussi multiples et diverses. Toujours selon lui, le régime à édifier ne serait pas nécessairement le même pour tous, mais les systèmes doivent être coordonnés dans un seul régime général. Il admettait que certains régimes spéciaux subsistent, quand c'était justifié par la nature de la profession, mais sous la forme d'un régime de base, le régime général, auquel s'ajouteraient en tant que de besoin des régimes complémentaires par profession. Le regroupement de tous les risques dans un grand ensemble, la sécurité sociale, alors qu'avant ils étaient gérés, on l'a vu, de manière très disparate, selon donc, la gestion dans un grand ensemble, selon des techniques et par des organismes de même nature, est l'apport majeur du plan. Même si on parle essentiellement à propos de ce plan de généralisation, de couverture de la population, l'idée qu'il fallait que la gestion du système se fasse selon les mêmes principes par des organismes qui auraient obéi aux mêmes règles était très forte dans sa vision. Donc les assurances sociales, maladie, invalidité, décès, retraite, les AT-MP, les PF, seront désormais gérées par des caisses de même nature appliquant les mêmes règles. Alors, quel bilan maintenant? Rapidement, à la sortie après l'adoption de ces ordonnances, on peut dire évidemment, c'est évident à comprendre, que le contexte politique et économique difficile de l'époque peut expliquer un bilan en demi-teinte. La situation économique et politique du pays en 1945 était complexe. La France était en grande difficulté économique. Il faut d'ailleurs remarquer que tous les hommes, j'espère qu'il y avait aussi des femmes, qui ont participé à la création de ce plan global de sécurité sociale, qui l'ont mis en place dans les caisses, et dans les caisses, je suis sûre qu'il y avait des femmes, avaient une foi dans l'avenir extraordinaire. Quand on sait ce qu'était le pays, dans l'état où il était à le sortir de la guerre, se projeter à long terme, élaborer un tel système, c'était faire preuve d'un optimisme, d'une foi dans la nécessité de reconstruire le pays qui était formidable. Cet enthousiasme créateur a quand même dû composer avec le réalisme. L'ambition de couvrir toute la population a été rappelée rapidement par une loi du 22 août 1946, mais c'était subordonné au terme même de la loi au rétablissement de la situation économique mesurée par un indice de production industrielle. Il y avait une inflation très importante. Le franc avait été dévalué plusieurs fois et fortement pendant cette période. Mais il n'y avait pas de chômage parce que le pays était en reconstruction grâce au plan Marshall qui nous a aidés jusqu'en 1952.
Sur le plan politique, ces deux ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 ont été adoptées par le premier gouvernement du général de Gaulle, gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle. Leur mise en œuvre se déroula sous les débuts de la 4e République, avec des partis multiples, indisciplinés, mais puissants face à des gouvernements très instables et donc plutôt faibles. Mais néanmoins, ils poursuivront la construction législative de la sécurité sociale par la loi déjà évoquée du 22 août 1946, puis une du 13 septembre 1946 qui voulait qu'en 1947, tous les Français aient un régime de retraite, mais on ne pourra pas l'appliquer. Enfin, la loi du 22 août 1946 fixant le nouveau régime des prestations familiales et celle du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail. Alors, certes, les ambitions exprimées dans le plan français de sécurité sociale ne se seront pas concrétisées totalement dans les années d'après-guerre. La lecture des débats à l'Assemblée nationale à cette époque montre que personne ne contestait, aucun parti ne contestait le principe de la sécurité sociale. Il y avait des protestations de tous côtés contre le coût de la sécurité sociale, contre sa gestion qui était considérée comme une vraie gabegie. Bon. Et surtout la mise en œuvre des objectifs se heurta à des intérêts catégoriels. Et ça, tout le monde le sait aussi. Le principe d'universalité ne sera pas mis en œuvre, puisqu'à côté du régime général subsisteront le régime agricole et les régimes spéciaux, et que les non-salariés non agricoles se créeront des régimes à eux. De ce fait, il n'y aura pas d'uniformité des prestations. Enfin, l'unité de caisse n'existera pas, puisque même au sortir, même après l'adoption des ordonnances, l'EMRP, la CFTC, les milieux familiaux obtiendront le maintien des caisses d'allocation familiale. Alors, en conclusion, comment imaginer que les ambitions formées en 1945 pour la sécurité sociale pouvaient se concrétiser totalement et rapidement dans le contexte de l'époque? Les concepteurs du plan ont posé les fondations d'un édifice solide qui a continué à évoluer, plus ou moins vite selon les époques, mais toujours dans le sens prévu en 1945. Ce qui est remarquable, c'est que tout cela a évolué, s'est produit avec un consensus qui, en France, n'est pas toujours très facile. Un consensus qui a dépassé finalement les clivages politiques. Tous les Français, tous les partis politiques sont attachés à la sécurité sociale et l'ont toujours été. Au fil des décennies, la sécurité sociale s'est beaucoup modifiée. Je pense que Benjamin Ferraz nous expliquera plein de choses là-dessus. Son poids financier est souvent dénoncé, mais son rôle d'amortisseur social et de garant de la cohésion nationale est toujours salué. Et on le voit encore en ce moment. Merci beaucoup. Je remets le masque. Bonjour à tous, je vais donc essayer de vous parler de l'unité de la sécurité sociale en France depuis 1945. Nous voulons la sécurité sociale. Cette phrase, ce slogan, cette revendication, des milliers d'hommes et de femmes l'ont fait leur pendant tout le XXe siècle. Ils auraient été près d'1 million à accompagner Ambroise Croizat jusqu'à sa dernière demeure. Et comme l'a dit Roland Druellan à l'instant, on a du mal à mesurer cette volonté, cet attachement viscéral à mettre en œuvre une idée nouvelle et moderne, protéger chacun des risques de l'existence par l'affirmation d'un droit. Cet idéal, Jaurès l'avait décrit en 1910, magnifique idée d'assurance sociale qui crée pour tous les salariés un droit certain, intangible, sans humiliation, sans condition. Aujourd'hui, le slogan est plutôt au « sauvons la sécurité sociale ». La sécurité sociale, elle mobilise toujours. L'attachement est réel, la réforme ne laisse personne indifférent. Encore aujourd'hui, l'idée de sécurité sociale fait débat et c'est quand même très heureux. Alors c'est un grand honneur et une grande responsabilité de prendre la parole devant vous. Mon propos sera naturellement pour partie schématique et je vous prie de m'en excuser car parler de 75 ans d'histoire en quelques minutes est chose ardue. Premier élément schématique, notre système aurait beaucoup évolué. On serait passé d'un système bismarckien à un système plus beveridgien. Alors cette présentation caricaturale, elle a vocation à se poser cette question de l'unité de la sécurité sociale. Comment est-ce qu'on a pu changer éventuellement de système? Comment ce système il a pu évoluer? Cette question de l'unité, elle est centrale et c'est ce qui vient de nous être indiqué. Parce que le moment de 1945, il est perçu d'une manière ambivalente.
D'un côté, c'est un succès indéniable. C'est ce que nous disait le professeur Dupérou. C'est une éternelle référence. Il fait l'objet d'un véritable culte. Et puis de l'autre côté, c'est un échec regrettable. On aurait souhaité faire plus, mieux, plus vite et plus de solidarité. Alors, se poser cette question de l'unité, je vous propose de le faire en 2 temps. Une première période jusqu'aux années 90 et une deuxième période sur les changements intervenus depuis les années 90. Jusque dans les années 90, on est face à une diversité institutionnelle tout à fait évidente et indéniable. Mais il y a quand même, je crois, une dynamique de convergence et une recherche d'unité. Premier élément, premier symbole de l'unité de notre sécurité sociale, c'est la mise en œuvre du service public nouveau, autonome et sui generis. Ce n'est pas un hasard si c'est en considérant une caisse de sécurité sociale que le Conseil d'État a reconnu pour la première fois la capacité d'un organisme de droit privé à assurer une mission de service public en 1938, l'arrêt Caisse primaire aide et protection. Spécifique, ce service public, il l'est de par sa nature et sa position. Il est construit en dehors des administrations d'État, sa gestion relève à l'origine des partenaires sociaux, les caisses sont des organismes autonomes et les règles qui les régissent sont des règles de droit privé. Les agents ne sont pas des fonctionnaires, mais des salariés de droit privé. Il y a une innovation majeure que vient de nous décrire Roland Ruelland dans la mise en place du système de sécurité sociale, c'est qu'on crée une mission de service public nouvelle et on la confie à des entités d'un type inédit. Ces entités autonomes, elles sont autonomes, mais elles ne sont pas pour autant libres. Elles sont spécialisées par des recettes limitées et affectées, par des missions identifiées. La tutelle de l'État s'exerce. En fait, il y a un contrôle et le principe de spécialisation permet aussi ce contrôle. L'unité de cette institution, elle est assurée par la mise en place aussi de l'administration du social et la création de la direction de la sécurité sociale, par l'élaboration d'un corpus, le Code de la sécurité sociale en 1956, qui permettra de voir les similitudes et les différences et qui sera un outil puissant d'unité et d'unification. Et puis au-delà de ça, on a mis en place des caisses, c'est ce qu'expliquait Roland Ruelland. Et là, on a aussi cherché une certaine unité. On a cherché d'abord l'efficacité, c'est ce qui nous était indiqué tout de suite, pour passer très vite après 1945, de l'idée au concret, du droit formel au droit réel. Et là, les acteurs de terrain ont su faire preuve de solidarité, d'efficacité, d'inventivité. Un exemple, ils créent des unions, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Progressivement, cette organisation va se généraliser sur l'ensemble du territoire et elle sera rendue obligatoire par un décret du 12 mai 60. Ça sera la naissance de ce nouveau réseau, de cette nouvelle activité de recouvrement. Et puis, il y a un autre facteur d'unité, c'est la formation homogène d'une nouvelle élite du social, des agents du social, parce que ça nécessite des savoirs, des savoir-faire et des compétences spécifiques, cette mission du service public de la sécurité sociale. Ça donnera lieu à la création d'une école en 1960 qui deviendra ensuite l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Et c'est là un des premiers succès, je crois, de la sécurité sociale et un des premiers facteurs d'unité. On a une organisation spécifique et autonome. Elle s'est imposée dans le paysage. Certes, il y a eu des caisses et des régimes divers, mais tous ont tendu vers des principes cohérents. À côté de ça, on a des couvertures socio-professionnelles qui étaient naturellement destinées à répondre à des besoins assez différents, mais qui ont toutes été construites selon des logiques quand même similaires et qui ont progressivement convergé. Alors, on peut toujours rappeler les différences qui existent entre les couvertures offertes par chaque régime. Elles sont importantes en 1945, elles ont perduré par la suite. Mais les paramètres et les règles sont de même nature. La philosophie est similaire. Si je prenais un débat aujourd'hui, on pourrait dire que les différences sont plus d'ordre paramétrique que systémique. Et puis, malgré l'échec de 1945, la référence au régime général va s'imposer très rapidement. Ça va être la référence à la mesure de toute chose en termes d'organisation, de financement, de couverture, de prise en charge. Un exemple, les ordonnances de 67 réorganisent le régime général en branches, en lui donnant des recettes affectées, en affectant à chacune des branches des missions identifiées. C'est cette vision-là qui structure notre perception de la sécurité sociale aujourd'hui, des différents régimes et branches. Et puis, les différences entre régimes, elles vont progressivement s'estomper. On va mettre en place des protections minimales et socles, avec par exemple la création du minimum vieillesse en 1956. On va créer de nouveaux régimes pour couvrir ce qui ne l'était pas. Et puis, à ce mouvement d'extension des couvertures va succéder un autre mouvement, une logique d'alignement des prestations et des couvertures sur celles offertes par le régime général. Reflet de cette préoccupation de convergence, en 1978, la branche famille devient universelle
et elle couvre tous les Français et l'ouverture des prestations n'est plus soumise à cotisation préalable. Alors à côté de ça, dans cette période d'avant 90, est-ce qu'il y a des évolutions concomitantes de la protection sociale obligatoire qui fragilisent l'unité de la sécurité sociale? On peut le penser. Roland Druélan a rappelé la cohérence du projet de sécurité sociale. Il permet une nouvelle citoyenneté sociale. En fait, en France, c'est un nouvel âge de la solidarité parce qu'on crée ce que Colette Beck nomme une institution de la démocratie, de la République, selon le thème que nous avons retenu aujourd'hui. Cette nouvelle approche de la solidarité, elle repose sur un nouvel équilibre entre droits et devoirs qui unit tous les citoyens. Un nouvel espace d'exercice de la citoyenneté à côté de la seule démocratie politique et représentative. Ce projet, il est naturellement toujours d'actualité. Mais sa cohérence, elle a pour partie été interrogée dès la mise en place du système de sécurité sociale. Parce qu'en même temps qu'on crée la sécurité sociale, on reconnaît, voire on conforte le rôle des complémentaires. Parce que à côté de la sécurité sociale, on va créer de nouveaux secteurs de protection sociale obligatoire. L'assurance chômage en 1958. La France a choisi de la créer en dehors de la sécurité sociale, avec une intervention hybride, État et partenaires sociaux, qui ne sera unifiée qu'en 2008 avec la création de Pôle emploi. Et puis à côté de ça, on a naturellement toujours des aides et de l'action sociale qui perdurent, des dispositifs facultatifs. Alors, le plan de 1945, il avait une vocation naturellement unitaire qui a eu des effets puissants. Mais cette unité, elle a aussi été interrogée par les choix français, par l'organisation et l'évolution même de la protection sociale. Et alors après, qu'est-ce qu'il s'est passé? Depuis les années 90, on a des évolutions somme toute assez ambivalentes qui renforcent et qui remettent en cause l'unité de la sécurité sociale et du projet qu'elle porte. Beaucoup d'analystes considèrent que la nature même de la sécurité sociale aurait été remise en cause. L'autonomie des caisses et des régimes aurait été revue, les pouvoirs des partenaires sociaux auraient été revus systématiquement à la baisse, le renforcement du rôle de l'État est indéniable, le système serait donc devenu étatisé, le système aurait perdu sa raison d'être au profit d'une approche gestionnaire et financière. Ces constats, naturellement, ils reposent sur un certain nombre de faits, mais ils me semblent partiels, et donc qu'il me soit permis de les tempérer quelque peu devant vous, parce que ces dernières décennies, elles ont aussi permis, à de nombreux égards, de réaffirmer la nécessaire unité de notre système de sécurité sociale. Tout d'abord, notre service public s'est modernisé, s'est simplifié, et a été largement de ce fait unifié. On a revu le pilotage stratégique de la sécurité sociale. On a mis en place des COG, véritables pactes pour la performance, arrêtés entre l'État et les partenaires sociaux. Les changements ont été très forts. Les caisses sont passées d'une logique de versement de prestations en espèces à un accompagnement à l'accès à la prestation en nature. Et l'âge, aujourd'hui, est celui des parcours et des services attentionnés ou personnalisés. On cherche la performance et toutes les caisses le font. Parce que c'est une nécessaire conquête de légitimité, cette performance du service public de la sécurité sociale, mais c'est aussi une recherche d'unité. Il faut couvrir tout le monde sur l'ensemble du territoire. Il faut offrir des services homogènes. Voilà une autre dimension de l'unité. À côté de ça, on a constaté une transformation des couvertures et une certaine mutation du financement. Une approche de plus en plus universelle qui peut remettre en cause l'unité de la sécurité sociale. Alors, la notion d'universalité, elle est extrêmement polysémique, piégeuse et trompeuse. C'est ce que Mireille Elbaum nous rappelle dans un article récent, dont je vous recommande la lecture. L'universalité est pour elle un terme à tout faire qui nuit à la clarté des enjeux et des choix sociaux. En fait, l'universalisation des couvertures, elle est souvent présentée comme un progrès, mais la seule incantation de l'universel ne constitue pas toujours une garantie. Offrir aux Français, en matière maladie, des prestations en nature identiques par la Puma en 2016, c'est une évolution notable, mais c'est aussi une évolution assez logique, voire assez inéluctable, compte tenu de ce qu'offrait notre assurance maladie. Et l'universalisation, elle porte aussi un certain nombre de risques. Pourquoi conserver une gestion autonome et distincte, alors qu'il s'agit de redistribuer des richesses, comme peut le faire l'État ou les collectivités locales? Ce débat, il est intervenu, à l'initiative de certains, pour la branche maladie. D'autres l'ont posé depuis plus longue date pour la branche famille. L'unité de la sécurité sociale est ainsi remise en question par certains. Alors, à mon sens, ceux qui posent ce débat en ces termes-là oublient la spécificité de notre sécurité sociale et de la redistribution tangible qu'elle assure par des recettes dédiées, par des dépenses spécifiques. Perdre ce sens-là, c'est perdre de vue le sens de l'équilibre des droits et devoirs décrits par notre sécurité sociale. C'est oublier la manière dont cette solidarité a été pensée, conçue, voulue et aussi consentie par tous les Français. La sécurité sociale, elle n'opère pas les mêmes actions de redistribution en recettes et en dépenses.
plus générales et moins identifiées que celles qui sont opérées et qui sont nécessaires par l'État et par les collectivités locales. Puis à côté de cette universalisation des couvertures, on a vu la diversification et l'élargissement du financement. Il faut d'ailleurs le dire, l'idéal d'unité voulu en 1945, elle a d'abord été réalisée par les transferts, les compensations financières. On a créé une solidarité interbranche et interrégime qu'on souhaitait dès 1945 progressivement par les circuits financiers. Mais au-delà, dans les années 90, vous le savez, on a assisté à une révolution financière. La création de la CSG en 1991, c'est la plus grande réforme de la fiscalité depuis la création de la TVA et de l'impôt sur le revenu. On l'a créée dans un but simple, faire financer par tous les types de revenus, par un prélèvement frappant tous les types de revenus, des dépenses de solidarité. Le succès de la CSG était tel que progressivement, elle a pris une place de plus en plus importante, pouvant aller au-delà des seules dépenses de solidarité. Et puis au-delà de ça, les recettes de la sécurité sociale ont été transformées du fait qu'on a entendu compenser les baisses de cotisations et de contributions sociales pour encourager l'emploi. Le financement, il s'est donc élargi et universalisé, et ça conforte le projet de la sécurité sociale. Et en même temps, il s'est largement complexifié. Et la logique d'ensemble, parfois, elle échappe à l'analyste. On le voit aujourd'hui, puisque les prestations contributives ne sont plus financées exclusivement par des cotisations, comme le montre le profil de financement de l'assurance chômage. Le financement plus universel, il est naturellement nécessaire et incontournable, mais il est aussi porteur d'un risque, celui de la fin de recettes propres et spécifiques. Bref, la fin de l'autonomie financière de la sécurité sociale. Ainsi, quand on parle d'universalité, il y a des effets ambivalents. D'un côté, l'affirmation de couverture commune est un gage d'unité. L'affirmation de recettes nouvelles, diversifiées, est une garantie financière et donc de pérennité de l'institution unique. Mais d'autre part, la dynamique, elle porte aussi un risque de banalisation de la sécurité sociale. Et ce que proposent certains, ce serait une gestion totale ou partielle de celle-ci par l'État. Ainsi, pour ceux qui croient dans le projet de la sécurité sociale autonome, maintenir son unité est une préoccupation constante. Dernier point, la création des lois de financement et la mise en place d'une nouvelle gouvernance de la sécurité sociale ont été aussi, me semble-t-il, un facteur puissant d'unité. Alors, la gouvernance par les nombres, telle que décrite par Alain Supiot, a, en matière sociale, mauvaise presse. Pourtant, en matière de sécurité sociale, elle a été indispensable et incontournable. C'est par un travail constant, obscur, sur les comptes qu'on a pu rassembler ce qui était épars, donner une cohérence d'ensemble à la mosaïque depuis la création de la sécurité sociale. Et ça a permis de créer, en 1996, en l'inscrivant dans la Constitution, qui est un élément de garantie très fort, une nouvelle catégorie de lois financières, les lois de financement de la sécurité sociale. Alors, leur création, elle répondait déjà à un besoin élémentaire. Il n'était plus possible, dans une démocratie moderne, d'exclure le Parlement de toute décision sur la gestion du premier poste de dépenses et de recettes publiques. Mais au-delà de ça, on a créé ces lois de financement pour pallier ce déséquilibre démocratique, mais aussi dans le respect de ce qu'est la sécurité sociale. Parce que ce ne sont pas des lois de finances. Elles n'autorisent pas les recettes, elles n'autorisent pas les dépenses, elles ne limitent pas les dépenses. Elles constituent un engagement devant la nation d'essayer de combiner l'équilibre financier, qui est la condition de la pérennité de notre système de sécurité sociale, et d'autre part, la conduite de politiques durables, pertinentes et qui répondent aux besoins des Français. Loin de constituer une régression, les lois de financement ont donc constitué une avancée nécessaire. Souvenons-nous, avant les lois de financement, on pouvait réformer la sécurité sociale par décret. C'est ce qui s'est passé en 1993 pour la réforme des retraites. Une approche de ce type-là ne serait plus possible aujourd'hui. Le débat est indispensable et il n'intervient pas qu'au Parlement, mais au sein de structures spécialisées, les hauts conseils, qui associent l'ensemble des acteurs. Ainsi, cette nouvelle gouvernance, elle n'a pas conduit à la fin du débat, mais plutôt à un débat public rénové auquel peuvent participer tous les acteurs et au premier chef les partenaires sociaux. Avec les lois de financement, avec cette nouvelle gouvernance, on a pu à nouveau affirmer la nécessaire unité de notre sécurité sociale. Et au-delà de ça, on se pose des questions sur le périmètre de cette sécurité sociale. Alors, ce 75e anniversaire doit être un moment de réjouissance, naturellement, mais encore plus parce que pour la première fois, ce périmètre, il évolue de manière substantielle, avec la création d'une nouvelle branche, la branche autonomie. Naturellement, tout ne se fait pas en un jour et on devra mesurer sur la durée la portée de cette évolution. Mais l'innovation, elle est là, incontestable. Et cet anniversaire doit être aussi l'occasion de nous demander si l'unité de la sécurité sociale, elle ne doit pas être cherchée et trouvée aussi ailleurs. On peut penser au projet de réforme des retraites, qui se propose de fusionner base et complémentaire et d'affirmer l'unité de notre sécurité sociale. On peut reconsidérer la place du risque chômage, qui devrait
en droit international, rejoindre la sphère de la sécurité sociale? On peut se poser la question du réexamen nécessaire des dépenses d'aide et d'action sociale dont certaines pourraient participer de la logique de la sécurité sociale. Et puis on peut réfléchir à des nouvelles couvertures qu'il faut penser, imaginer demain. On parle beaucoup d'autonomie, il faudrait penser aussi à l'accompagnement de l'autonomie de l'ensemble des jeunes de 16 ou 30 ans. Vous le voyez donc, au terme de ces 75 ans, il y a un risque, celui de banalisation de la sécurité sociale, de son éventuelle dilution dans les autres actions publiques. Il y a des possibilités qui ont trait à l'approfondissement du projet. Cet approfondissement, vous l'avez compris, il me semble nécessaire. Nous voulons la sécurité sociale, demandaient les militants de 1945. Aujourd'hui, ce propos, il n'est tenu plus que par les travailleurs des plateformes. Mesurons le chemin parcouru. Mais il ne faut pas se tromper d'enjeu, et c'est ce que nous rappelait Simone Veil lors du 60e anniversaire. Il ne faut pas perdre le sens de la sécurité sociale. L'unité du système, c'est certes un principe, mais il est au service d'une valeur cardinale, la solidarité. Cette valeur, elle est notamment défendue et elle unit les partenaires sociaux. Ils sont à la racine de la légitimité et de l'autonomie de notre institution, qui fait qu'elle est en dehors de l'État. Reconnaître leur rôle, c'est aussi ne pas perdre le sens de la sécurité sociale. Ce débat sur la sécurité sociale, il est nécessaire, il est incontournable. C'est un débat sur notre modèle de société, sur la justice que nous voulons, pour reconnaître un droit et non pas accorder la charité, pour donner une richesse à ceux qui n'en ont pas, pour faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Ce débat sur l'unité, sur la solidarité, sur l'universalité, il n'est donc pas derrière, mais il sera toujours devant nous. Je souhaite que nous puissions l'avoir encore pendant 75 ans. Merci pour votre attention.